Bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du déontologisme, c'est la morale emblématique d'Emmanuel Kant. Il a construit le déontologisme pour être la morale minimale qui s'applique à tous. Elle est construite dans l'objectif d'être le socle commun des êtres rationnels, la partie de la morale uniquement accessible par la raison et non l'expérience. Kant distingue deux types d'impératifs. Les impératifs hypothétiques, du type si tu veux X, alors tu dois Y, c'est l'impératif afin d'obtenir une fin. Mais pour Kant, la morale n'a pas de tel impératif, puisque les conséquences ne rentrent pas en jeu. Pour lui, les impératifs moraux sont donc nécessairement du type tu dois Y. Ce sont des impératifs catégoriques. En morale, il considère que nous n'avons pas à avoir d'objectif. Les impératifs moraux s'imposeraient à nous a priori. Cette idée morale se justifie par le fait que les conséquences factuelles ne sont pas déterminables à l'avance par un être voulant agir de manière morale, ce qui impose de ne pas en tenir compte. Un impératif catégorique impose que tout être rationnel devrait par la simple raison déterminer quelles sont les règles morales minimales et donc que ces règles doivent être les mêmes pour tous, ce qui impose le principe d'universalisation qui stipule « agis toujours de telle sorte que tu puisses vouloir que la maxime de ton action devienne une loi universelle ». Une interprétation erronée consisterait à penser qu'il ne faut pas faire d'actions ayant de mauvaises conséquences d'un point de vue moral, ce qui serait une reformulation de la phrase « Imagine si tout le monde faisait comme toi ». Pour faire remarquer à une personne qu'il aime faire certaines actions, mais n'aimerait en aucun cas que les autres le fassent. Par exemple, une personne qui laisse ses détritus après un pique-nique est content que la majorité n'en fasse pas autant, car sinon les bons lieux ne seraient plus utilisables. Le principe d'universalité ne dit en aucun cas cela, dans la mesure où, comme nous l'avons déjà mentionné, les conséquences ne peuvent pas, d'après Kant, être considérées pour connaître la valeur morale d'une action. Dans cette maxime, l'expression « tu puisses vouloir » doit se comprendre d'un point de vue logique. Une mauvaise action est telle qu'il est logiquement impossible de vouloir son universalisation. D'une part parce que l'universalisation contiendrait une autocontradiction, d'une autre part parce que le fait même que le principe soit universalisé, il n'est plus possible de le vouloir. Pour comprendre comment une universalisation peut être incohérente, prenons l'exemple du vol. D'une part, le vol suppose que la notion de propriété existe. Cependant, si tout le monde vole dès que possible, la notion même de propriété n'a plus de sens. Donc en universalisant, il y a et il n'y a pas une notion de propriété, ce qui est contradictoire. Ce qui signifie que le vol est immoral pour un déontologiste. Pour comprendre comment il pourrait devenir impossible de souhaiter la chose une fois universalisée, prenons l'exemple du fait de ne pas cultiver son intelligence et de laisser dépérir ses capacités cérébrales. L'universalisation ne pose aucun problème logique. D'ailleurs, dans l'histoire de l'univers, au début, il n'existait même pas d'être vivant et donc aucun être intelligent, ce qui n'a rien de contradictoire. Le problème sera l'impossibilité de le souhaiter une fois l'universalisation. Avant de le faire, il est possible de le souhaiter, mais une fois que nous avons laissé dépérir notre intelligence, nous n'avons plus les capacités cérébrales pour juger l'intelligence et donc souhaiter ne pas être intelligent. Cela suffit, pour Kant, à conclure que de ne pas cultiver son intelligence est immoral. Dans la mesure où il ne faut pas regarder les conséquences empiriques de ses actes, Kant impose comme deuxième principe moral « agis de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours en même temps comme une fin et jamais comme un moyen ». Il ne faut jamais utiliser l'autre pour un objectif. Dans le livre de Kant, à la fois il dit que cette morale s'impose à tout être rationnel et refuse de penser de manière précise avec les humains, et dans ce principe, il utilise le mot « humanité ». Une version plus cohérente serait donc de remplacer ce mot par l'ensemble des êtres rationnels. Ce principe permet d'indiquer qui a les droits, et ce sont les êtres rationnels. Par construction, la morale déontologique s'impose à tout être rationnel. Kant impose donc comme troisième principe de la morale celui d'autonomie. Agis toujours de telle sorte que tu puisses te considérer comme législateur et comme sujet. Ce principe permet de spécifier qui a des devoirs, et ce sont encore les êtres rationnels. Mais ce principe permet surtout d'affirmer que chacun est responsable de ses actes et est obligé d'y réfléchir pour se donner ses limites. Bien réfléchir est suffisant et nécessaire pour choisir les bonnes actions minimales de la morale. Le déontologisme kantien est une version minimale du déontologisme. Il est ensuite possible de le généraliser de diverses manières. Dans cette vidéo, cette version minimale sera suffisante pour l'étudier. Le déontologisme permet de justifier des propriétés morales aujourd'hui intuitives, comme l'interdiction du vol, du meurtre. L'universalisé ferait que tout le monde tuerait tout le monde, or s'il n'y a plus d'êtres pour en tuer d'autres, la notion de meurtre devient impossible. De l'esclavage, on ne traite pas les êtres rationnels réduits en esclavage comme une fin en soi, mais comme un moyen.
Toutes ces interdictions sont positives, mais le déontologisme admet aussi des lois contre-intuitives, ce qui peut être négatif si cela semble trop absurde comme règle ou positif si cela permet de changer de mauvais comportements moraux. Par exemple, il y a l'interdiction du sexe pour le plaisir. On utilise autrui comme un moyen de plaisir et non pas comme une fin en soi. Cependant, personne n'est lésé lors de sexe avec consentement dans l'objectif de plaisir, ce qui signifie que le déontologisme interdit les crimes sans victime, c'est-à-dire des actions qui n'ont aucun effet négatif, mais qui iraient uniquement contre une morale. De la même manière, Kant considère que le déontologisme interdit la masturbation, car on s'utiliserait soi-même comme un moyen de plaisir et non pas comme une fin en soi. Le déontologisme interdit aussi le fait de faire du sexe pour faire un enfant. On utilise autrui dans l'objectif d'avoir un enfant et non pas comme une fin en soi. Cependant, cette interdiction causerait la fin des êtres rationnels, car sans descendance, les êtres rationnels disparaîtraient. Or, ne pas faire de descendance n'est pas universalisable, car une fois universalisé, il n'y a plus d'êtres pour le faire. Ce qui signifie que le déontologisme interdit une chose et son contraire, ne pas faire d'enfants et faire des enfants, ce qui est une contradiction logique. Kant était donc circonspect par rapport au sexe. Il ne le voyait pas comme une activité positive, mais étant obligé pour la survie de l'espèce, il considérait que le déontologisme l'autorise, ce qui signifie que pour lui, la règle d'universalisation est la règle morale la plus importante. Un autre problème conséquent avec le déontologisme est de savoir quelle est la maxime d'une action, parce que c'est elle qu'il faut universaliser. Par exemple, lorsque je mens, je n'universalise pas mon mensonge précis, mais le fait de mentir. Mais si je traite des mensonges réconfortants, ce mensonge est universalisable. Donc, faire une partition d'une maxime non universalisable peut créer des maximes universalisables. Or, cela signifie qu'en choisissant le zoom sur le niveau de maxime voulu, je peux justifier certaines positions qui vont avec mes préjugés. Ce qui fait que le déontologisme n'est pas prédictif, et donc n'est pas une morale normative adéquate, car une morale normative doit pouvoir dicter certaines actions, même si elle ne va pas dans notre sens. Ce qui va dans cette idée, c'est que Kant admettait le bienfait moral de l'esclavagisme, quand bien même le déontologisme est une position amenant facilement à le condamner. Il a réussi à tordre sa théorie pour conforter ses intuitions morales. Un autre problème important du déontologisme est que c'est une théorie sans nuance. Une action est soit moralement interdite, soit moralement obligatoire, si sa négation est interdite, soit neutre, si ni elle ni sa négation n'est interdite. Sauf que lors d'un dilemme moral, on doit parfois faire un choix entre uniquement des mauvaises actions morales. Par exemple, si un psychopathe a enlevé un enfant en bonne santé et une personne âgée malade proche de la mort, et que l'on doit faire le choix de savoir qui le psychopathe tuera, et si on refuse de faire le choix, alors il tuera les deux personnes. Les deux actions étant moralement mauvaises, puisqu'elles consistent à demander la mort d'un être humain, le déontologisme ne pourra pas choisir. En général, il est admis qu'un déontologiste cohérent devrait laisser les deux mourir en ne répondant pas au psychopathe. Mais ceci entre totalement en conflit avec les intuitions de beaucoup de personnes, puisqu'on se retrouve dans le pire des situations, les deux sont morts. La dernière critique, ici présente, du déontologisme tourne autour du mensonge. Vérifions s'il peut être universalisé. Mais avant cela, définissons-le. Un mensonge est une proposition fausse que l'on souhaite faire passer pour vraie. Cependant, si tous les êtres rationnels le font, alors étant rationnels, ils ne feront pas confiance aux autres êtres rationnels. Mais dans ce cas, ils ne pourront plus mentir aux autres êtres rationnels dans la mesure où, sachant qu'ils sont rationnels, ils savent qu'ils ne vont pas lui faire confiance. Par conséquent, le fait d'universaliser le mensonge fait qu'il devient impossible. Si nous avions défini le mensonge comme uniquement dire des choses fausses, le résultat aurait été différent. Il n'y a pas de contradiction logique à que tout le monde dise des choses fausses. C'est le fait de vouloir que les autres le prennent pour vrai qui crée la contradiction. Intuitivement, nous sommes d'accord pour dire qu'il est préférable de ne pas mentir. C'est d'ailleurs une des valeurs apprises durant l'enfance. Cependant, la morale déontologique se veut universelle. Il faudrait donc bannir le mensonge, peu importe la raison. Prenons le fameux exemple de la Seconde Guerre mondiale, où les Juifs étaient persécutés sans raison valable. Si on imagine qu'un Juif vient se cacher chez une personne, et que des nazis patrouillants lui demandent s'il n'aurait pas vu un Juif, dans ce cas, dire la vérité reviendrait à le faire arrêter et donc le tuer, ce qui est totalement contre notre morale intuitive. Nous considérons que le mensonge doit rester une possibilité face à des personnes ne se comportant pas moralement. Il est peut-être correct de dire que si tout le monde était déontologiste, alors l'interdiction du mensonge pourrait être acceptable. Cependant, dans notre monde où certains peuvent faire des actions qui vont drastiquement contre notre morale intuitive, refuser de leur mentir revient à les laisser faire. Cette critique est la critique la plus connue contre le déontologisme, mais Kant y avait pensé. Il a répondu aux critiques de sa théorie sur le mensonge, pas sur l'exemple des nazis, ayant vécu avant la Seconde Guerre mondiale, mais sur un exemple proche. Il défend sa théorie en utilisant les incertitudes futures.
Il utilise le fait qu'en choisissant de mentir, nous ne pouvons pas être assurés de le sauver, car peut-être que les soldats partiront, mais peut-être que le juif, ayant peur d'être dénoncé, partira par leur fenêtre et se fera attraper par les soldats. Et à contrario, en ne mentant pas, peut-être qu'il ne se fera pas arrêter. Par peur que je ne dise la vérité, il pourrait sortir par la fenêtre, mais les soldats, entrant dans la demeure, le rateront. Kant dit que tous les cas de figure sont possibles, et donc autant se préserver du mensonge, car s'il ne se fait pas arrêter, nous pourrons être contents pour lui, mais dans le cas où il se fait arrêter, pour lui les conséquences sont aussi mauvaises, peu importe que l'on ait menti ou dit la vérité, ce qui signifie qu'il est préférable de dire la vérité pour nous préserver du mensonge. Cette pirouette ne convaincra pas beaucoup de personnes à mon avis. D'une part, parce que intuitivement, nous pouvons considérer que ce sont les intentions qui comptent, et donc dans le cas où il se fera arrêter, si nous l'avons dénoncé, alors nous pourrions nous en vouloir. Mais l'argument qui me convainc le plus de l'erreur du raisonnement est de faire la liste de toutes les possibilités sans aucunement tenir compte des probabilités. Il est vrai que peu importe que l'on dise la vérité ou que l'on mente, dans tous les cas, il peut être arrêté ou pas. Mais si on dit la vérité, alors les risques qu'il soit arrêté sont beaucoup plus grands. Ce qui peut sembler à beaucoup amplement suffisant pour mentir dans ce contexte. Dans cette vidéo, nous avons vu que le déontologisme permet de justifier certaines intuitions morales, comme l'interdiction du vol, du meurtre, de l'esclavage, mais admet des crimes sans victime, comme le sexe récréatif ou la masturbation, qui sont donc interdits. Mais les principaux problèmes du déontologisme sont qu'il n'y a pas de nuance, ce qui pose problème pour les dilemmes moraux, et qu'il ne s'adapte pas à la situation, ce qui pose problème lorsqu'il y a des conséquences prévisibles.